Je suis assise en tailleur, sur le parquet du salon de mes parents à Portland, entourée de papiers cadeaux déchirés et de l'odeur artificielle de pain d'un matin de Noël. Ma sœur Chelsea enroule SS doigts manucurés autour d'un jeu de clés BMW étincelante, le métal captant les lumières scintillantes du sapin, alors qu'elle pirouette comme une adolescente, plutôt qu'une femme de 32 ans. Je n'arrive pas à y croire, glapit-elle, en sautillant sur la pointe des pieds. Ma propre BM. Papa la regarde avec une fierté non dissimulée. Maman joignant S et S mains sous son menton, comme si elle assistait à un miracle. La voiture est garée dans l'allée, un témoignage blanc brillant de la dévotion parentale, complété par un énorme nœud rouge qui a probablement coûté plus cher que ces qu'ils ont dépensé pour l'ensemble de mes cadeaux de Noël. Pendant ces temps, je fixe l'objet sur mes genoux. Une tirelire en plastique en forme de personnage de dessin animé d'une émission pour enfants que j'ai délaissée il y a 25 ans. L'étiquette de prix qu'ils ont oublié d'enlever indique $199. Ouvre-la, m'encourage maman, en désignant le petit bouchon en caoutchouc en dessous. Mes doigts sont engourdis lorsque j'obéis. 2 billets d'$1 flambant neufs en tombent. C'est le début de ton fonds pour ta future maison, ma chérie, annonce papa d'un geste dédaigneux. Tu es toujours si responsable avec l'argent, pas comme certaines personnes. Il fait un clin d'œil à Chelsea, qui fait semblant d'être offensée. Le silence s'étire entre nous comme du caramel mou, jusqu'à ces que maman le comble. Chelsea a besoin d'un moyen de transport fiable pour S&S, nouveaux clients en design graphique. Ces artistes attendent une certaine image, tu sais. Chelsea se laisse tomber sur le canapé à côté de moi, son parfum coûteux embrumant mes sens. Ne t'inquiète pas, sœurette, je te conduirai partout où tu en auras besoin. Elle me tapote le genou avec une douceur condescendante. Ta petite Toyota doit être en fin de vie maintenant. La Toyota qui m'a transportée hier à travers 7 heures de col de montagne. La Toyota que j'ai fini de payer moi-même il y a 3 ans. La Toyota qui est plus fiable que n'importe quelle relation dans cette pièce. Je ne peux plus respirer. 34 ans de moments exactement comme celui-ci se cristallisent dans mon esprit, avec une clarté parfaite. Ce n'est pas une anomalie, c'est le schéma de toute ma vie. Ce matin même, j'avais soigneusement emballé leurs cadeaux. Une mallette en cuir pour papa, qui m'a coûté 2 semaines de salaire. Le bracelet en argent que maman avait admiré, dans la vitrine d'une boutique de Seattle. L'objectif d'appareil photo professionnel que Chelsea avait mentionné, vouloir en passant, tout s'acheter en mettant de côté un peu de chaque paye, pendant des mois. J'avais répété mon annonce pendant tout le trajet depuis Seattle. Ingénieur structure senior. La promotion que j'avais gagnée grâce à des nuits et des week-ends de travail supplémentaires à concevoir des bâtiments qui dureraient des générations. J'avais imaginé leur visage s'illuminer de fierté, me voyant enfin comme quelque chose de plus que la grande sœur responsable de Chelsea. Peut-être que ce Noël sera enfin différent, m'étais-je murmuré. À chaque aire de repos, à chaque station-service, à chaque borne kilométrique. Mes mains tremblent alors que je pose la tirelire sur la table basse. Le plastique produit un son creux contre le verre. « Excusez-moi », parviens-je à dire, ma voix semblant appartenir à quelqu'un d'autre. « Les toilettes !» Je marche, sans courir, dans les escaliers familiers, passant devant le mur de photos de famille, où le visage de Chelsea domine chaque cadre. La porte de la salle de bain se referme derrière moi, avec un léger déclic,
avant que je ne tourne le verrou. Mon reflet me dévisage, les yeux trop secs, le visage trop composé. Je presse mes paumes contre le comptoir en marbre froid, attendant des larmes qui ne viennent pas. La pression monte plutôt dans ma poitrine, comme du béton qui durcit autour de mes poumons. Les gens parlent du chagrin d'amour comme si c'était abstrait. Ça ne l'est pas. Je sens chaque chambre de mon cœur se contracter douloureusement, le sang luttant pour passer à travers des vaisseaux qui se rétrécissent. Mon sternum me fait mal, comme si quelqu'un avait appuyé un genou dessus. C'est ça, mourir, je pense. Pas dramatique, juste ça me nuisait. La nuit s'étire sans fin alors que je suis allongée, éveillée, dans ma chambre d'enfant, écoutant les rires de Chelsea en bas, pendant qu'elle et mes parents planifient son premier road trip dans la nouvelle voiture. À 2h17 du matin, je me redresse enfin. Je fais mes bagages rapidement, ne prenant que ces qui comptent. L'ours en peluche délavé que ma grand-mère m'a donné, l'album photo de l'université, la petite boîte en bois contenant mon premier plan professionnel. Les cadeaux coûteux que je leur ai offerts au fil des ans restent où ils sont. Ils n'ont jamais été une question de gratitude, de toute façon. La maison est silencieuse, alors que je descends ma valise. Ma clé de la maison reste froide dans ma paume un instant avant que je ne la pose sur le comptoir de la cuisine, à côté de la cafetière qui se mettra en marche dans 3 heures. Ils ont fait leur choix. Maintenant, je fais le mien. Les lampadaires se transforment en halos à queue, alors que je navigue sur les autoroutes vides. L'horloge du tableau de bord indique 3h42 du matin, le jour de Noël. Mes essuie-glaces luttent contre la neige qui s'épaissit tandis que Bing Crosby chante des Noëls blancs, d'une voix de velours à la radio. Je tourne le bouton du volume, jusqu'à ces que sa voix s'estompe dans le silence. Passe un joyeux petit Noël. Je murmure au siège passager vide, ma voix se brisant sur joyeux. L'ironie me brûle comme de l'acide. À travers la banlieue sud de Portland, le chauffage de ma Toyota peine contre le froid de décembre. Âgée de 7 ans avec 200,000 miles au compteur, cette voiture m'a transportée à travers l'université, les premiers emplois, les promotions. Elle ne s'est jamais plainte des cols de montagne ou des places de parking étroites. Contrairement à la BMW rutilante garée dans l'allée de mes parents avec son ridicule nœud rouge, ma voiture a mérité sa place dans ma vie. Vers 6 heures, mon téléphone vibre contre la console centrale. Je baisse les yeux pour voir le visage de maman illuminer l'écran. Pas un « es-tu en sécurité ?» ou un « s'il te plaît, rentre à la maison ». Juste « as-tu pensé à payer la facture d'électricité du chalet avant de quitter Seattle ?» Attends, beau. Le chalet qu'ils y ont acheté pour les escapades de week-end et que Chelsea utilise pour des séances photos Instagram. Un semi-remorque passe, projetant de la neige fondue sur mon pare-brise. Pendant 3 secondes terrifiantes, je conduis à l'aveugle jusqu'à CE, que les essuie-glaces dégagent assez d'espace pour voir. Mes mains tremblent sur le volant, alors que les souvenirs affluent plus vite que les essuie-glaces ne peuvent les balayer. 5e anniversaire. La fête de princesse de Chelsea, avec des décorations professionnelles, des tours de poney et un gâteau-château à 3 étages. 30 enfants du quartier, avec des chapeaux de fête. Ma célébration l'année suivante. Un gâteau rectangulaire du supermarché. 2 amis de la maternelle. Des articles de fête du magasin à $1.
Ta sœur a besoin de la stimulation sociale, m'a expliqué papa quand j'ai demandé pourquoi. Tu es plus indépendante. Indépendante. Leur code pour « tu n'as pas besoin de nous ». Remise des diplômes du lycée. Major de promotion. Mon discours soigneusement rédigé sur la persévérance et les rêves. Des sièges vides dans la section familiale, parce que l'équipe de football junior de Chelsea avait un match à l'extérieur. On regardera l'enregistrement, avait promis maman. La cassette VHS est restée non déballée sur ma commode jusqu'à mon départ pour l'université. Ta sœur a besoin d'encouragement, a dit maman. Tu réussis toujours sans notre aide. Sans aide. Leur code pour « tu es livré à toi-même ». Les années d'université défilent devant moi, alors que les panneaux d'autoroute décomptent les miles, jusqu'à la frontière californienne. Travailler 25 heures par semaine à la librairie et à la cafétéria du campus. Prendre le maximum de cours pour obtenir mon diplôme plus tôt. Jongler avec les prêts étudiants et les bourses pendant que Chelsea explorait son inspiration artistique à travers l'Europe aux frais de nos parents. Ta sœur a besoin de se trouver, a insisté papa lors d'un de nos rares appels téléphoniques. Tu as toujours su exactement qui tu es. Maman t'a pas dire qui je suis. Leur code pour « tu ne mérites pas d'explorer ». Mon téléphone vibre à nouveau. Papa cette fois. Je le laisse sonner jusqu'à CE, que la messagerie vocale prenne le relais. Les premières lueurs de l'aube éclairent l'horizon oriental, alors que les larmes transforment les phares venant en sens inverse et en traînées dorées. Je me gare sur la bande d'arrêt d'urgence, les feux de détresse clignotant, et je presse mon front contre le volant. Les schémas se cristallisent avec une clarté soudaine. Papa contrôlant l'argent, me privant tout en finançant chaque caprice de Chelsea. Maman manipulant les émotions, me faisant sentir égoïste de vouloir ne serait-ce que des miettes d'attention. Le système parfait. Un parent gérant le favoritisme financier. L'autre maintenant le contrôle émotionnel. Mon téléphone sonne à nouveau. Pas la famille cette fois. Monica Pérez, ma colocataire d'université devenue mon amie pour la vie. Où es-tu? Sa voix, chaude et inquiète, remplit la voiture via le Bluetooth. Quelque part dans le sud de l'Oregon. Ma voix semble creuse, mais connaissable. Je vais vers le sud. Pour aller où? Je ne sais pas. La ligne reste silencieuse un moment, puis « Viens à San Francisco. Reste avec moi. La famille ne traite pas la famille comme ça. » Monica sait. Elle a été témoin d'épreuves de première main pendant l'université. Les colis qui arrivaient pour moi contenaient des produits de première nécessité, tandis que Chelsea recevait des vêtements de marque. Les vacances où je restais dans les dortoirs, parce que prendre l'avion pour rentrer était trop cher. Les mêmes années où mes parents emmenaient Chelsea à Aspen et à Maui. Je ne peux pas m'imposer. Arrête. La voix de Monica devient ferme. Tu as passé toute ta vie à être celle qui aide. Laisse quelqu'un t'aider pour une fois. Les mots font craquer quelque chose en moi. Aider. Un concept si simple et pourtant étranger à mon expérience. Dans ma famille, l'aide circule dans une seule direction. Vers Chelsea. Vers mes parents. Jamais vers moi. D'accord, je murmure, me surprenant moi-même. Envoie-le à moi ta position toutes les heures. Conduis prudemment. Je prépare la chambre d'amis. L'appel se termine. Je me réinsère sur l'autoroute, les essuie-glaces balayant la neige fraîche.
Pour la première fois depuis que j'ai quitté Portland, mes épaules s'abaissent légèrement de leur posture défensive. À 7:30, je franchis la frontière de la Californie. Le panneau « Bienvenue en Californie » brille sous le soleil matinal. L'écran de mon téléphone affiche 17 appels manqués, 32 messages text. D'un geste délibéré, je désactive les notifications de maman, papa et Chelsea. Le silence semble plus lourd que n'importe quelle accusation. Mon estomac gargouille, me rappelant que je n'ai pas mangé depuis le dîner du réveillon de Noël. Un petit restaurant de bord de route apparaît devant. Son enseigne au néon ouvert est un phare dans la lumière du matin. Je me gare sur le parking presque vide. À l'intérieur, la chaleur m'enveloppe comme une étreinte. L'air parfumé au café et le grésillement du petit déjeuner sur un grill lointain. Une serveuse plus âgée, aux cheveux parsemés d'argent, s'approche avec une cafetière. « Dure nuit ?» demande-t-elle, remplissant une tasse sans attendre ma réponse. Son badge indique « Gloria ». « Dure vie », je marmonne. Puis je me sens immédiatement embarrassée par le mélodrame. Gloria ne bronche pas. « Ma chérie, je sers du café depuis fort 10 ans. Je reconnais un cœur brisé quand j'en vois un. Famille ou petit ami? Famille. » Elle hoche la tête, faisant glisser un menu vers moi. Le sang fait de vous des parents. L'amour et le respect font de vous une famille. Sa main burinée se pose brièvement sur la mienne. Le plat du jour est bon aujourd'hui, avec un supplément de bacon. Je commande le plat du jour et j'enveloppe mes mains autour de la tasse de café. Les mots de Gloria résonnent alors que je regarde les flocons de neige se dissoudre contre la vitre. Le sang fait de vous des parents. L'amour et le respect font de vous une famille. Pendant 34 ans, j'ai été apparentée à la famille Collins. Il est peut-être temps de découvrir ces eux. Que c'est que de faire partie d'une vraie famille? 3 semaines plus tard, je suis chez mon ami à San Francisco. Mon téléphone vibre contre la table de chevet pour la 13e fois CE matin, le numéro de papa. Encore. Je compte jusqu'à 10 avant de le mettre en silencieux, ajoutant son appel au cimetière grandissant de messages vocaux que je refuse de ressusciter. La première semaine, leur message était empreint de confusion. La deuxième, d'inquiétude. Maintenant, en semaine 3, ils ont évolué vers quelque chose de plus sombre, de la manipulation enrobée d'autorité parentale. Iris Elizabeth Collins, tonne le dernier message vocal de papa à travers le haut-parleur quand je finis par vérifier. Si tu ne rends pas cette voiture immédiatement, je la déclarerai volée. Ce comportement enfantin a assez duré. Moi. La Toyota. Ma Toyota. Celle avec mon nom sur la carte grise et 7 ans de reçu de paiement. J'écrase le coussin contre mon estomac, ravalant l'acide qui monte dans ma gorge. Le message de maman suit. Le médecin dit que ma tension artérielle est dangereusement élevée à cause du stress que tu causes. C'est ça que tu veux? Que je finisse à l'hôpital parce que tu es égoïste. Ça ne m'a pas. Je les supprime tous les deux sans répondre, bien que mon doigt plane sur l'écran plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Mon sanctuaire temporaire dans la chambre d'amis de Monica me semble à la fois étranger et familier. Les murs sont peints d'un doux terracotta qui capte la lumière du matin, réchauffant l'espace d'une manière que mon appartement de Seattle n'a jamais fait. Sur la commode, mon ordinateur portable affiche un email que j'ai réécrit 14 fois. « Cher Monsieur Sanderson,
Monsieur Sanderson, je vous écris pour demander formellement un transfert au bureau de San Francisco, avec effet immédiat. Moi pour maintenant. Mon doigt clique sur « Envoyer » avant que je puisse reconsidérer. Pas de relation familiale, pas de faveur demandée, juste mon dossier professionnel, ma réputation, ma valeur en tant qu'ingénieur structure. 3 heures plus tard, l'approbation arrive dans ma boîte de réception. Juste comme ça, comme si j'avais toujours été capable de créer mon propre chemin. Tu l'as eu? Monissa apparaît dans l'embrasure de la porte, lisant mon expression. SS boucles sombres encadrent un visage rayonnant d'un bonheur sincère pour moi. Le concept me semble encore étranger. Quelqu'un qui célèbre mes réussites sans se les approprier. Je commence lundi. Je confirme. Maintenant, il faut juste que je trouve un logement. Je commence lundi. Sourit Monica. J'ai déjà appelé Andrea du club de lecture. Elle gère des appartements dans le Mission District. Loyer contrôlé. Immeuble sûr. À 20 minutes à pied de ton nouveau bureau. Tu n'étais pas obligé. Je le voulais. Elle me coupe. En se laissant tomber sur le lit, à côté de moi. Les amis aidant les amis, sans condition. Un concept nouveau pour toi, je sais. Les mots font mouche. Pas de condition, pas d'obligation, pas de compte à tenir. Les larmes que je retiens depuis 3 semaines menacent de jaillir. Je t'ai aussi pris un rendez-vous, ajoute-t-elle en faisant glisser une carte de visite sur mon ordinateur portable. Dr Levine, mardi à 16h. La carte indique Hélène Levine, PhD, thérapie familiale. Je ne suis pas folle, je murmure. Non, acquiesce Monica. Mais tu portes quelque chose de lourd depuis très longtemps. Ça pourrait t'aider de le déposer quelque part en sécurité. Mardi après-midi, le bureau de la thérapeute sent le produit à polir au citron et les vieux livres. Dr Levine porte des lunettes de lecture sur une chaîne perlée et des chaussures confortables qui ne font aucun bruit sur la moquette. Elle ne se précipite pas pour combler les silences. Elle attend simplement que je lutte pour former des mots qui n'ont jamais été prononcés à voix haute. Favoritisme, je finis par dire. Le mot suspendu entre nous comme une planète nouvellement découverte. Toute ma vie. Et comment vous sentiez-vous à cause de ça? Demande-t-elle. Comme si je valais exactement $2. Je réponds. Plus tard cette semaine-là, l'appartement qu'Andrea me montre est petit. 650 pieds carrés, avec une kitchenette à peine assez large pour un réfrigérateur. Mais les fenêtres donnant à l'ouest, captant le soleil de l'après-midi qui se déverse sur les parquets. Il est à moi le soir même. J'achète un futon, une lampe et un petit bureau. Rien de plus. Le vide semble intentionnel plutôt que misérable. De l'espace pour grandir. Monica m'entraîne dans un centre communautaire le samedi suivant. Cours de poterie, annonce-t-elle. Il te faut quelque chose qui ne soit ni le travail, ni la thérapie. Je proste jusqu'à ce « E » que mes mains s'enfoncent dans l'argile fraîche, la sentant céder et résister simultanément. L'instructrice, une femme aux cheveux d'argent et à la salopette tachée de peinture, se tient derrière moi. « Ne forcez pas, » murmure-t-elle. « Écoutez CE qu'elle veut devenir. » Mes doigts tremblent alors qu'ils façonnent quelque chose à partir de rien. À la fin du cours, j'ai créé un petit bol imparfait aux bords inégaux.
Il est hideux et magnifique et entièrement mien. Le premier appel vidéo a lieu 4 semaines après Noël. Je réponds à la 3e sonnerie, me préparant à la vague de culpabilité familière que leur visage déclenche. « Où étais-tu passé ?» demande immédiatement papa. Son visage remplit l'écran, rouge d'indignation. Ta mère s'est fait un sang d'encre. Derrière lui, maman tamponne des yeux qui restent stratégiquement secs. À San Francisco, je réponds calmement. J'ai été transférée. Sans en discuter avec nous d'abord ? Intervient maman se poussant dans le cadre. Comment as-tu pu être si inconsidérée ? La vieille attraction tire sur ma poitrine. M'excusait, apaisait, arrangeait les choses. Mais les mots du docteur Levine résonnent. Vos sentiments sont valides. Leurs réactions leur appartiennent, pas à vous. J'avais besoin d'espace, je dis à la place. De l'espace par rapport à quoi ? Aboie papa. De la famille ? De la responsabilité ? De grandir ? De me sentir invisible ? Je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. D'être moins valorisée que Chelsea ? D'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement ? Les larmes de maman coulent instantanément, comme prévu. Comment peux-tu dire des choses aussi blessantes ? Nous vous avons toujours aimés toutes les deux de la même manière. Je ne suis plus responsable de vos sentiments, je lui dis. Les mots ressemblent à des pierres que j'ai portées dans ma bouche pendant des années. Enfin, libérée. Je suis responsable des miens. Papa frappe la table de sa paume. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que tu sois prête à t'excuser. Alors je suppose que nous avons fini de parler. Je réponds, et je mets fin à l'appel. Dans les jours qui suivent, les rumeurs me parviennent par des messages LinkedIn et des textos d'anciens collègues. Selon la légende familiale, j'ai fait une dépression nerveuse. Je vis dans la misère. J'ai rejoint une secte. L'Instagram de Chelsea la montre l'air préoccupée sur des photos au filtre de bon goût, avec des légendes faisant de vagues références à un chagrin familial et priant pour ceux qui luttent avec leur santé mentale. Mes nouveaux collègues ne savent rien de cette histoire. Ils ne voient que mon travail, la précision de mes calculs, l'innovation de mes conceptions. Quand Chelsea se présente sans prévenir à la réception du bureau 10 jours plus tard, Monica se trouve là par hasard pour déposer mon déjeuner. Elle est en réunion, l'informe froidement Monica, et elle restera en réunion indéfiniment pour les visiteurs non invités. Mon groupe de thérapie se réunit le mercredi soir dans le sous-sol d'une église qui sent le café et les vieux cantiques. 8 étrangers, liés par des blessures similaires. La famille n'a pas de passe-droit juste parce que c'est la famille, dit Raymond, un comptable de 60 ans qui n'a pas parlé à son frère depuis 20 ans. L'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Les mots s'installent dans ma poitrine comme une vérité. 6 mois après Noël, mon appartement s'est transformé. Des poteries bordent les rebords de fenêtres, chaque pièce plus raffinée que la précédente. Un vrai lit a remplacé le futon. La promotion au poste de chef de projet senior est venue avec une augmentation qui a mis fin à toute anxiété financière persistante. Sur ma bibliothèque se trouve la tirelire en plastique. Je l'ai remplie de billets de $2, flambants, neufs, un pour chaque semaine de liberté. Pas comme une punition, mais comme un rappel. Parfois, les plus petites trahisons révèlent les plus grandes vérités. La première saison des fêtes
approche avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Pas de cadeaux à acheter qui ne seront pas appréciés. Pas de comédie à jouer. Pas de dévalorisation à endurer. Juste moi, dans un espace que j'ai créé, devenant quelqu'un que j'apprends enfin à valoriser. Valant bien plus que 2 $. 1 mois plus tard, l'enveloppe ivoire repose sur mon comptoir de cuisine comme une mine terrestre. 3 jours qu'elle est là, intacte. L'invitation au mariage de ma cousine Vanessa. Mon nom en calligraphie ample. Iris Collins. Pas de plus, One. Juste moi. Attendu pour retourner au bercail, non accompagné. « Alors qu'en pensez-vous, docteur ?» demande Winters, le fauteuil de son bureau grinçant alors qu'elle se penche en avant. Je trace le bord de l'accoudoir, comptant les punaises en laiton une par une. J'y vais. Esse's sourcils se haussant légèrement. C'est un changement par rapport à la semaine dernière. À mes conditions, j'ajoute rapidement. J'ai réservé une chambre au Hilton à 4 pâtés de maison du lieu de la réception. Papa a appelé 2 fois, insistant pour que je reste dans leur maison de location avec tout le monde. Et qu'avez-vous dit ? Rien. Je souris, me souvenant de la satisfaction de laisser sa messagerie vocale se remplir de messages de plus en plus désespérés. La limite est le message en soi. 7 mois de thérapie m'ont appris le vocabulaire de l'autoprotection. 7 mois après être partie en voiture à Noël. 7 mois à me reconstruire, une séance de thérapie, un cours de poterie, une soirée paisible seule à la fois. Pendant la séance, mon téléphone a vibré. Chelsea. Le 3e texto aujourd'hui. J'ai hâte de te voir le week-end prochain. On a besoin de temps entre sœurs, avant la folie du mariage. Je glisse le téléphone dans mon sac sans répondre. Dr. Winters le remarque. « Votre sœur encore ?» Soudain, nous sommes les meilleurs amis du monde. Je ris, mais le son est creux. Elle n'a jamais autant texté quand nous vivions dans la même ville. Que pensez-vous qu'elle veuille ? Que j'aille la chercher à l'aéroport ? De l'argent, l'ancienne Iris qui portait SAS bagages émotionnels en plus de SAS vrais bagages. Je passe mes doigts sur l'échantillon de tissu sur mes genoux, de la soie bleu nuit pour la robe que j'ai commandée. 3 essayages pour s'assurer qu'elle tombe parfaitement de mes épaules, qu'elle effleure mes courbes sans s'excuser. La couleur du pouvoir, pas de la réconciliation. Ils ont enrôlé des émissaires. Je dis au docteur Winters. Oncle Pete a appelé hier soir pour dire que les familles doivent rester unies. Tante Judith a envoyé un email sur le pardon divin. Même le fiancé de Vanessa a envoyé un message sur Facebook. Ils se coordonnent. Et comment cela vous fait-il sentir ? Avant la thérapie, j'aurais dit « bien », toujours « bien ». Au lieu de cela, je retrace la vérité physique de mes émotions. La gorge serrée, la sueur froide le long de mes cheveux, le léger tremblement de mes doigts. Terrifiée, j'admets, mais aussi prête. Plus tard dans la soirée, j'étale sur ma table de cuisine le plan de table que Vanessa a accidentellement inclus dans un email de groupe. Me voilà, placée entre mes parents, directement en face de Chelsea. Le tableau familial restauré. Je saisis mon téléphone. Vanessa, c'est Iris. J'ai une petite demande concernant le plan de table. Le vendredi arrive avec un brouillard de San Francisco qui se dissipe, alors que mon avion décolle. Les nuages s'écartent quelque part au-dessus de l'Oregon, révélant le paysage de mon enfance. Mon rythme cardiaque s'accélère alors que nous entamons notre descente vers Portland. Le lieu du dîner de répétition brille d'un éclat doré contre le ciel crépusculaire.
Je me tiens sur le trottoir, touchant le pendentif en pierre lisse que Monica m'a donné avant mon départ. La force, n'est pas de ne pas ressentir la peur, avait-elle dit. C'est de la ressentir et d'avancer quand même. Je redresse les épaules et j'ouvre la lourde porte en bois. Les conversations s'arrêtent en pleine phrase. Les têtes se tournent. La main de ma mère vole à sa gorge. Le verre de mon père s'arrête à mi-chemin de 16 lèvres. J'ai changé. L'iris qui s'est enfui à Noël était une ombre. Cette femme en pantalon noir sur mesure, chemisière en soie émeraude et talons qui annoncent chaque pas avec autorité, est solide, présente. Les clous en diamant à mes oreilles captent la lumière, alors que je balaie la pièce du regard, hochant la tête en signe de reconnaissance, sans me précipiter vers qui que c'est eux soit. Chelsea s'approche la première, les bras tendus, mais quelque chose est différent. La montre de créateur a disparu. Les mèches dans ses cheveux ont repoussé. Son sourire semble forcé plutôt qu'autoritaire. « Tu es magnifique », dit-elle en m'embrassant brièvement. « Merci. » Je recule. Maintenant, l'espace entre nous. Comment va la BMW? Ses yeux se détournent. J'ai dû l'échanger. J'ai pris une Honda. Plus pratique, tu sais. Par-dessus son épaule, j'aperçois mes parents blottis avec tante Martha. Mère tamponne ses yeux, avec une serviette en papier. Les épaules de père sont affaissées dans une posture que je n'ai jamais vue auparavant. La cousine Tara apparaît à mon coude, un vodka tonique à la main. « Mon Dieu, je suis contente que tu sois là, » murmure-t-elle. « Tu ne croirais pas le drame depuis Noël? Oh, tes parents vendent la maison. » Elle se penche plus près. « Des factures médicales, disent-ils. Mais tout le monde sait qu'ils ont soutenu Chelsea pendant des années. La réalité les a finalement rattrapés. » Avant que je puisse répondre, un serveur circule avec du champagne. Je prends une coupe, regardant les bulles monter et éclater à la surface. Tout comme les histoires de famille, c'est eux qui montent, finit par éclater. Oncle Simon s'approche, saisissant ma main libre. « Tu as l'air en forme, Iris. Ce travail à San Francisco doit te convenir. » « Chef de projet senior maintenant, dis-je, les mots ayant encore un goût nouveau sur ma langue. Ses yeux s'écarquillent. Sans blague, c'est merveilleux. D'autres parents gravatent vers moi tout au long de la soirée. Le cousin Michael avoue qu'il a toujours se remarqué à quel point j'étais traitée différemment. Tante Martha me serre trop fort dans SS bras, chuchotant. Ton père a perdu son travail il y a 3 mois. Ta mère prend des anxiolytiques. Et j'absorbe chaque révélation avec l'étrange détachement de quelqu'un qui regarde les vagues se briser contre un rivage dont il s'est retiré pour se mettre en sécurité. Mon père m'accule pendant le cocktail. Son haleine lourde de Bourbon. La famille reste unie, Iris. Sa voix porte le poids familier de l'autorité. Mais quelque chose d'essentiel s'est effondré en dessous. Quoi qu'il arrive. Vraiment, papa? Je croise son regard sans ciller. Ou est-ce que certains membres de la famille restent unis, tandis que d'autres sont mis de côté? Son visage rougit. Nous t'avons toujours soutenu. 2 $ dans une tirelire. Les mots sortent plus doucement que je ne l'avais prévu. Mais ils atterrissent avec précision. C'était votre définition du soutien. Il ouvre la bouche, la referme, puis s'éloigne. Dans les toilettes des dames, ma mère apparaît à côté de moi au lavabo, les yeux noyés de larmes. « Tu nous manques tellement », dit-elle en tendant la main vers la mienne.
Je continue de me laver les mains, le savon glissant entre mes doigts. La personne que je pensais que vous étiez me manquait aussi. De retour dans la salle principale, Chelsea m'entraîne sur la terrasse. L'air du soir porte le parfum des roses du jardin en contrebas. La BMW a été saisie. Lâche-t-elle. Je suis noyée sous les dettes. Les clients en design ont disparu. Papa ne peut plus m'aider. Sa voix se brise. Je ne sais pas comment faire, Iris. Je n'ai jamais appris à me débrouiller seule. L'aveu reste en suspens entre nous. Il y a 7 mois, j'aurais immédiatement offert des solutions, de l'argent, un endroit où rester. L'ancienne Iris aurait ajouté « CE fardeau » à sa collection. Au lieu de cela, je pose doucement ma main sur son bras. Ça a l'air vraiment difficile, Chelsea. Je ressens de la compassion sans responsabilité. Une distinction qu'il m'a fallu des mois de thérapie pour apprendre. Je suis désolée que tu traverses ça. Ses yeux s'écarquillent légèrement à ma réponse. De la compassion sans sauvetage. Je peux t'aider à faire un budget, j'offre. Mais je ne peux pas régler ça pour toi. Par-dessus son épaule, je vois Vanessa dans son éclat prénuptial, entourée de SS demoiselles d'honneur. Demain apportera SS propre défi. Mais c'est eux soir, debout sur cette terrasse, le poids de ses attentes familiales glissant de mes épaules comme de l'eau, je réalise que je n'ai plus peur. Je suis la femme qui a tourné le dos à une vie de dévalorisation, qui a construit une vie à partir des fondations. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai, fermement ancrée sur le terrain que j'ai moi-même créé. Le lendemain, je me tiens dans la suite nuptiale des jardins Magnolia, regardant ma cousine Vanessa se transformer de mariée nerveuse en femme radieuse. Le soleil du matin se déverse à travers de hautes fenêtres, baignant tout d'une douce lumière dorée qui contraste avec la tempête qui gronde dans ma poitrine. « Iris, tes parents te cherchent », murmure tante Martha, S&S doigt doux sur mon avant-bras. « Ils sont dans la bibliothèque. Ils ont dit que c'était important. » Je savais que ce moment allait arriver. 7 mois depuis que j'ai quitté leur maison de Portland, ne laissant derrière moi qu'un mot et une vie de ressentiment. « Merci, Martha. » Ma voix semble plus calme que je ne le suis. Je les trouverai, après avoir aidé Vanessa avec son voile. Les yeux de Martha s'adoucissent. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une urgence familiale, avant la cérémonie. Bien sûr qu'ils l'ont fait. La porte de la bibliothèque semble plus lourde que la physique ne le devrait alors que je la pousse 30 minutes plus tard. Maman est assise, le dos droit comme un I, dans un fauteuil à haut dossier. Des mouchoirs déjà serrés dans sa main. Papa fait les 100 pas près de la cheminée. Est-ce mouvement vif et contenu. Chelsea se tient près de la fenêtre. Portant une robe qui coûte plus cher que mon premier mois de loyer à San Francisco, bien que la BMW saisie soit introuvable. « Iris, Dieu merci. » Maman se lève, les bras tendus. « Nous devons parler en famille. » Je reste dans l'embrasure de la porte. La cérémonie commence dans 40 minutes. « Assieds-toi, Iris !» Papa désigne le fauteuil vide, positionné pour leur faire face à tous les 3. Une intervention mise en scène. Ça ne peut plus attendre. Je ferme la porte derrière moi, mais ne me dirige pas vers le fauteuil. J'écoute. Chelsea s'avance. « Iris, ça a assez duré. Papa a perdu son travail il y a 3 mois. L'entreprise a réduit SS effectif. Intervient rapidement papa. Découpe budgétaire.
Maman voit moi un thérapeute pour une dépression, continue Chelsea. Tout ça a commencé quand tu es partie à Noël. Maman tamponne des yeux secs. Nous vendons la maison. Le trio parfait. Crise financière, problème de santé et culpabilité. Le tout dans un bel emballage. Il y a 7 mois, je me serais effondrée sous le poids d'heures de leur attente. Je me serais excusée pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et j'aurais offert mon aide. Aujourd'hui, je me dirige vers le fauteuil indiqué. Je pose mon sac à main à côté et je m'assois, la colonne vertébrale droite. Je suis désolée d'apprendre pour ton travail, papa. Et maman, je suis contente que tu reçoives de l'aide, God. Leur visage enregistre la confusion face à ma réponse calme. Tu n'as pas entendu « c'est eux » qu'on a dit? La voix de Chelsea monte. Ils vendent la maison à cause de toi. Non, ils vendent la maison à cause de choix qu'ils ont faits bien avant que je ne parte. Je sors un album photo relié en cuir de mon sac. J'ai apporté quelque chose à vous montrer. Maman fronce les sourcils. Nous n'avons pas le temps pour... C'est vous qui avez demandé cette réunion. J'ouvre l'album sur mes genoux. Alors, nous avons le temps. La première page montre 2 fêtes d'anniversaire côte à côte. Le thème princesse élaboré de Chelsea, avec des animateurs engagés. Et ma fête la même année avec un gâteau de supermarché sur la table de la cuisine. Vous vous souvenez de ça? Je tourne les pages des matins de Noël, des remises de diplômes et des vacances en famille, où le schéma de favoritisme est indubitable. J'ai passé des mois à compiler les preuves de ces « eux » que j'avais toujours ressentis, mais que je ne pouvais pas prouver. Le visage de papa rougit. C'est ridicule. Nous vous avons toujours traité de la même manière. Je sors un dossier de relevé bancaire. Mes prêts étudiants. 67 000 dollars que je rembourse encore. L'éducation de Chelsea. Entièrement financée, y compris son année en Europe pour son inspiration artistique. Chelsea se tortille, mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Tu as choisi l'ingénierie. C'était ta décision. C'était ma passion, la corrigeai-je. Tout comme l'art était la tienne. La différence, c'est que ma passion n'a pas été jugée digne d'investissement. Maman se lève, les mains tremblantes. Nous n'avions pas l'argent quand tu es allée à l'université. Les choses étaient différentes à l'époque de Chelsea. J'ai tout appris sur vos finances il y a des années, maman. Je la coupe. La promotion de papa est arrivée quand j'avais 16 ans. L'héritage de grand-mère est arrivé avant ma première année d'université. Vous aviez l'argent. Vous avez choisi de ne pas le dépenser pour moi. La pièce devient inconfortablement silencieuse, alors que j'étale des cartes d'anniversaire couvrant 30 ans. Les messages à Chelsea débordent d'un amour effusif. Les miens contiennent des conseils pratiques et des rappels de travailler dur. « Nous avons toujours su que tu t'en sortirais », dit finalement papa, sa défense se fissurant. « Tu as toujours été si capable. » Voilà, la vérité derrière des décennies de disparité. Être capable ne signifie pas que je méritais moins d'amour. Ma voix reste stable même si une chaleur monte derrière mes yeux. Être responsable ne signifiait pas que je devais porter les fardeaux de tout le monde. Maman s'effondre en larmes authentiques, non manipulatrices. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. L'intention n'efface pas l'impact. Je plonge une dernière fois la main dans mon sac.
La tirelire en plastique fait un son creux, alors que je la pose sur la table basse entre nous. Papa la fixe. Qu'est-ce que c'est? Que c'est? Est-ce bêtise? J'enlève le bouchon en caoutchouc. Des dizaines de billets de $2 flambant neufs se déversent. Une monnaie inhabituelle qui attire l'œil. J'ai gardé un billet de $2 pour chaque semaine depuis Noël. J'explique. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de ces que vous pensiez que je valais. Chelsea ramasse un des billets, le tournant dans S&S doigts. Je n'avais jamais réalisé comment ça paraissait de ton côté. Sa voix manque de son tranchant défensif habituel. Ils ne m'ont jamais appris à me débrouiller seule. Oh non, non, non. À l'extérieur de la bibliothèque, des parents passent, leur voix flottant à travers la lourde porte. Dans quelques minutes, ils se rassembleront pour célébrer l'amour et l'engagement, tandis que notre famille affronte des décennies de son absence. Je ne veux pas d'excuses, dis-je en me levant. Je veux du changement. J'envisagerai une réconciliation à 2 conditions. Une thérapie familiale et le respect de mes limites. Papa ouvre la bouche pour argumenter. Mais maman pose sa main sur son bras. Nous le ferons, dit-elle, nous surprenant tous. Quoi qu'il en coûte. Je rassemble mes preuves et la tirelire, mais je laisse son contenu sur la table. Gardez-le. Un rappel de CE qui arrive quand on valorise un enfant plus qu'un autre. En me dirigeant vers la porte, je m'arrête, la main sur la poignée. Je dois aller m'asseoir pour la cérémonie. Mon amie Monica me garde une place. Alors que je sors dans le couloir, le dos droit et le cœur plus léger qu'il ne l'a été depuis des mois, j'entends Chelsea murmurer à nos parents. Elle est différente maintenant. Elle a raison. La femme qui est partie, et c'est matin de Noël, ne transportant que du chagrin et de la résolution, a disparu. À sa place se tient quelqu'un qui comprend enfin que sa propre valeur ne se mesure pas à CE que les autres pensent qu'elle mérite, mais à CE qu'elle refuse d'accepter. À Noël, le soleil se déverse sur le parquet de mon appartement de San Francisco, alors que des amis se rassemblent autour d'une table qui m'appartient vraiment. L'odeur de romarin et de sauge de la dinde rôtie se mêle au rire, de vrai rire, pas le genre de rire forcé qui résonnait autrefois dans la maison de mes parents. Ah, Iris! Monica lève son verre. S.S. boucle sombre captant la lumière de la fenêtre. Qui construit des ponts mieux que quiconque, au travail comme dans la vie. Mes jouets s'échauffent au toast. Il y a 1 an aujourd'hui, j'ai posé une clé de maison sur un comptoir, et je suis partie loin de tous ces qui m'étaient familiers. Maintenant, je me tiens dans un appartement rempli de gens qui choisissent d'être ici, entouré de poteries que j'ai créées de mes propres mains. Et à la chef de projet Senior Courcoles, ajoute Elliot. S.S. doigts effleurant les miens sous la table. Son contact m'envoie toujours une décharge électrique. Non pas le coup de foudre de l'engouement, mais le courant stable de quelque chose qui se construit vers la permanence. Dont l'équipe a terminé le projet de la tour Richardson 2 semaines avant la date prévue. Elliot comprend les délais et l'intégrité structurelle. Un ingénieur en environnement qui valorise la durabilité dans les bâtiments comme dans les relations. Quand il m'a invité à prendre un café pour la première fois il y a 6 mois, j'ai failli refuser. Les vieilles habitudes d'abnégation ont la vie dure. Ma thérapeute, Dr. Winters, a qualifié cela de progrès quand j'ai dit oui. La minuterie de la cuisine sonne,
m'évitant d'avoir à accuser réception de leurs louanges. Certains changements prennent plus de temps que d'autres. « Besoin d'aide ?» demande Elliot, me suivant dans la cuisine. Je m'en occupe. Les mots sortent automatiquement. Puis, je me rattrape, me souvenant du doux défi du docteur Winters. Accepter de l'aide ne diminue pas votre force. En fait, pourrais-tu découper la dinde? Je n'ai jamais appris à le faire. Mon téléphone vibre avec un appel vidéo de Chelsea. Des appels mensuels. Une limite que nous avons établie après la confrontation du mariage. Je réponds pendant qu'Elliot s'occupe de la découpe. « Joyeux Noël », dit Chelsea, son visage remplissant l'écran. Son appartement, visible derrière elle, semble plus petit que le mien. Pas de meubles de créateur, pas de voiture de luxe garée dehors. Avoir 2 emplois lui a donné une nouvelle perspective sur l'argent, ainsi que des cernes sous les yeux. « Tu as l'air heureuse, » dit-elle, la voix plus douce qu'auparavant. « Ton appartement est magnifique. Je m'y sens chez moi. » J'oriente la caméra pour montrer mon atelier de poterie dans la chambre d'amis. L'argile, autrefois informe, est maintenant façonnée en bols et en vases qui bordent les étagères. « Comment vont maman et papa? » Papa est sobre depuis 90 jours aujourd'hui. Il voulait que je te le dise. Elle ajuste la caméra pour révéler notre père, assis dans le salon d'un modeste appartement, l'air plus petit en quelque sorte. Les réunions des A et laides. Il est différent quand il ne boit pas. Je hoche la tête, pas prête à traiter pleinement cette révélation. Et maman? Toujours bénévole au centre communautaire. Elle voulait venir, à l'appel, mais il y avait une collecte de nourriture d'urgence. Chelsea fait une pause. Il demande de tes nouvelles. Pas comme avant, cependant. Nous parlons encore quelques minutes avant de nous dire au revoir. L'horloge murale indique qu'il est l'heure de dîner. Autour de ma table, la conversation coule entre Monica, Elliot et des amis de mon cabinet d'ingénierie et de mon cours de poterie. Personne ne mentionne la tirelire exposée sur ma cheminée, maintenant remplie de billets de banque représentant des leçons plutôt que du ressentiment. Après le dessert, Chelsea envoie par texto une photo d'un ornement en argile, fait à la main, clairement sa première tentative de poterie. Pas joli mais fait avec amour. Je te l'envoie demain. Puis un autre message arrive de ma mère. J'ai trouvé ça dans le grenier en faisant le tri. Ça t'a toujours appartenu. La pièce jointe montre la maison de poupée de mon enfance, la seule chose que j'ai vraiment aimée en grandissant. Les papiers de transfert de propriété se trouvent en dessous, la rendant officiellement mienne. Plus tard, quand tout le monde est parti et qu'Elliot m'aide avec les dernières assiettes, je sors sur mon balcon. La baie de San Francisco s'étend devant moi, les lumières des ponts se reflétant sur l'eau sombre. Les bâtiments que j'ai aidé à concevoir se découpent en silhouette contre le ciel nocturne. La valeur n'est pas quelque chose que l'on gagne par son utilité. Je murmure aux lumières de la ville. C'est quelque chose que l'on revendique en sachant c'est eux que l'on acceptera. Et c'est eux que l'on n'acceptera pas. Elliot me rejoint, enroulant une couverture autour de mes épaules contre le froid de décembre. Profonde pensée? Juste reconnaissante. Je réponds en me penchant contre sa chaleur. Parfois, le plus grand cadeau est de réaliser ce « eux » que l'on n'acceptera plus. La tirelire est visible à travers la fenêtre, non plus un symbole de ce « eux » qui me manquait, mais de ce « eux » que j'ai trouvé. Le courage de me valoriser en premier.
laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais lire vos avis. Et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre le grand cap des 5000 abonnés. On y est presque, et chaque abonné compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et tant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo ainsi qu'un lien vers une playlist sur l'écran de fin qui, je vous le promets, vous surprendront. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, cliquez sur ce bouton et rejoignez l'aventure.